laisser le directeur commencer pour voilà, la séance. Merci. Bonjour, chers journalistes, chers collègues, chers partenaires. Nous voici au 3e mois de cette crise sanitaire en rapport avec le choléra. Et c'est devenu presque une coutume que régulièrement nous nous voyons ici, avec vous, de la presse, pour essayer de faire le point, de voir le chemin parcouru, d'envisager les perspectives de sortie de crise. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici. Et si aujourd'hui on est ici, en fait, je pense que c'est particulièrement pour 2 points essentiels. Le premier point, c'est l'approche de l'Aïd. On sait que, comme on l'a vécu avec l'Aïd el-Fitr, à son approche, on a fait cette rencontre pour essayer de sensibiliser davantage la population par rapport au risque de résurgence, bien au risque de contamination à l'occasion donc de la fête. Le deuxième point, qui n'est plus un secret, c'est la vaccination. Donc c'est pour ces 2 points-là qu'on est là. Mais je pense qu'avant toute chose, c'est mieux quand même de cadrer les choses, essayer de camper un peu les choses avant de nous lancer sur ces 2 points. Il faut savoir que depuis que cette épidémie a commencé, dans la région sanitaire d'Anjouan, il a été enregistré 8000 cas de choléra, avec 115 décès, dont 53 en milieu hospitalier et 63 en milieu communautaire. Aujourd'hui, nous semblons avoir passé le cap du pic de l'épidémie, parce que pendant le pic, on était presque à 250 cas de choléra par jour. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en tout cas hier, on a été à 70 cas de choléra. Et on peut donc espérer que nous nous approchons de la vallée. Et il faut souligner que déjà depuis une semaine, on est presque toujours en dessous de 10 cas de choléra. Comme vous le savez, ça c'est la situation globale au niveau de l'île. Il faut savoir que cette épidémie, elle est dynamique et dans ce caractère dynamique de l'épidémie, aujourd'hui, nous avons 3 foyers au niveau de l'île, qui sont donc le foyer de Domoni, le foyer de Mremani, à Mrejou, et le foyer de Mpomoni, particulièrement à Mpomoni, c'est à Kowe. Moi j'aime bien le dire, pour bien comprendre les choses, pourquoi on en est arrivé là. Pour rappel, en tout cas, la première épidémie de choléra de notre ère, c'est en 1974. Cette épidémie est survenue en Gazidia et on l'appelle communément le choléra des citernes, parce que à l'époque, comme il n'y avait pas encore d'eau courante en Gazidia, c'était les citernes qui étaient contaminées. Si aujourd'hui nous voudrions donner un nom à cette épidémie qui frappe Anjouan, moi je dirais que c'est l'épidémie de 3 choses. C'est l'épidémie des rumeurs et de la désinformation, c'est l'épidémie en rapport avec la dégradation des écosystèmes, et c'est l'épidémie de la manipulation des décès communautaires. De le dire comme ça paraît abstrait, mais je pense qu'il faut essayer d'illustrer. Moi je pense que les rumeurs ont causé un gros tort, parce qu'on voit que les rumeurs, ils avaient une longueur d'avance sur nous, ils ont été méthodiques, ils ont été très bien travaillés, et ils ont causé un gros tort. J'ai 2 illustrations pour vraiment vous montrer que ces rumeurs-là, ils ont fait du mal.
vous savez qu'il y a des communautés, il y a des endroits, il y a des localités, quand les gens tombent malades, quand ils sont tombés malades, qu'ils ont la diarrhée, qu'ils vomissent, le premier réflexe, les gens se réfugient sur les montagnes, à la campagne, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur qu'ils soient ramenés à l'hôpital par une ambulance, ce qui fait que nous avons eu à rapporter ou bien à récupérer des patients dans les champs, dans les campagnes. Nous avons eu également à retrouver des corps décomposés dans les campagnes. Parce que c'est tout simplement les gens, après qu'on a récupéré, qu'on a pu guérir, ces gens-là, ils ont témoigné en nous disant qu'en fait, ils se sont réfugiés dans la campagne. Pas qu'ils étaient à la campagne, qu'ils sont tombés malades, mais ils avaient peur. Une deuxième illustration, c'est cette famille qu'on nous a ramené au CTC. Le père, la mère et les enfants. Et le père qui ne comprenait plus rien, quoi. Parce qu'il dit, nous on nous a dit que cette maladie est due au riz avarié et aux ailes de poulet avariées. Moi, ça fait 1 mois. Dans mon ménage à moi, on n'a pas mangé du riz, on n'a pas mangé des ailes. Je ne comprends pas pourquoi on a eu le choléra. Et là, vous vous rendez compte que les sources d'information de la population n'ont pas été les sources sûres, mais c'était les sources qui faisaient mal. C'est pour ça que moi, je considère que cette épidémie, si nous voulions donc lui donner, en tout cas, une caractéristique, ce serait donc l'épidémie de rumeur. La deuxième des choses, c'est l'effondrement des écosystèmes. En 1974, de toute façon, les épidémies, et c'est ça qui a pris de court tout le monde, parce qu'on sait que dans les épidémies, ils ont une mémoire. Quand une épidémie passe dans un pays, la prochaine, elle passe presque forcément aux endroits où elle était passée, quoi. Donc tout le monde se disait que cette épidémie de choléra, comme les précédentes, s'était passée, ils avaient beaucoup plus marqué Ngazidia, tout le monde se disait que ça allait se passer en Ngazidia. Sauf qu'on a été pris de court. On a été pris de court, pourquoi? Parce que quand vous prenez l'épidémie de 1974, en juin, il y avait, là il y a 50 ans, il y avait plus d'une cinquantaine de cours d'eau qui coulaient en permanence avec des feux, avec des débits qui étaient très forts. Aujourd'hui, quand vous regardez, il reste moins d'une vingtaine de cours d'eau. Et la plupart de ces cours d'eau, c'est des cours d'eau qui sont agonisants. C'est des cours d'eau qui sont agonisants. C'est dans ces cours d'eau-là que les gens vont laver la vaisselle. C'est dans ces cours d'eau-là que les gens vont laver le linge. C'est dans ces cours d'eau-là que les gens vont peut-être même faire leurs besoins. Et on a eu à le constater, en tout cas, le premier foyer de cette épidémie, à Maman, c'était vraiment le prototype, c'était vraiment l'exemple typique. Parce que cette épidémie est survenue dans un cours d'eau qui était un cours d'eau agonisant, avec les couches, les sachets, le plastique, avec la promiscuité, avec tout. Mais ça n'a pas été seulement qu'à Maman. Si vous regardez, la plupart des foyers que nous avons connus, c'était des foyers qui sont survenus dans ces conditions. Moi, je me rappelle, je parle de Mironsi d'où je viens. Le premier foyer, c'était à Mavoulé. Mais Mavoulé, la rivière de Mavoulé, c'est comme la rivière de Maman. C'est une petite rivière avec très faible débit. Et où on a tout quoi. Il y avait les plastiques, les sachets, les couches. Et c'est là où les gens vont puiser l'eau, c'est là où les gens vont faire la vaisselle, vont laver le linge. On l'a vécu à Vassi, à Simpao récemment. Et quand vous regardez, quand vous parcourez l'île, vous remarquerez qu'il y a toujours ce rapport des cours d'eau, qui sont presque des cours d'eau très pollués, avec des foyers. Et puis, la troisième chose pour caractériser cette épidémie, c'est la question donc de la manipulation des décès communautaires. Donc, je pense que cela a créé un cercle vicieux du fait que les gens ils avaient peur de venir consulter. Donc, il y a eu forcément des décès dans les ménages. Ces décès survenus dans le ménage ont été manipulés par la communauté. Les morts ont été traités traditionnellement dans beaucoup d'endroits. À Ngouamouin, c'est là où on s'est approché, il y a eu un décès, on s'est approché de la famille a refusé,
On en est même venu à des jeux de pierre et des machettes. Et le lendemain, 3 jours après, tout le quartier était contaminé. Et toute la ville après était contaminée. À Chioué, on était confronté à cette question où il y a eu un décès. On s'est approché avec le maire, avec le chef du village, mais ils ont refusé. 3 jours après, toute cette famille-là a été admise au CPC. Et après, c'était tout le quartier. Après, je vous fais Domoni, on a eu la même chose. À Domoni, on a eu la même chose. Et partout, on a eu des clusters, partout, on a eu des foyers. C'est parce qu'il y a eu des morts. Et maintenant, c'est presque devenu un réflexe pour nous. À chaque fois qu'il y a un cluster, on se dit, mais est-ce qu'il y a eu des morts? Je pense qu'il y a des situations qui étaient pathétiques. Il y a des situations qui étaient pathétiques. Moi, je me rappelle de cette personne décédée à Maronchoni, qu'on a ramené à Bongoni. Le corps était traité à Bongoni. Et vraiment, la maison qui était au voisinage, mais vraiment le voisinage le plus contigu, il y a eu 2 jeunes, l'un de 14 ans, des frères, l'un de 14 ans, l'un de 18 ans qui sont morts, parce que quand le corps était traité, je pense que toutes les émissions contaminaient le voisinage. Et après, c'était tout le village. Nous savons très bien que Bongoni était un gros foyer. Donc, cette question de traitement des corps, ça a contribué à faire flamber la maladie. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent. Les gens savent que les morts, quand il y a un mort, il faut faire attention à ce qu'on a vécu. Moi, hier, on était à Lindri. Tu sais, nous sommes un petit pays. Il y a des situations quand même qui sont insolites. Nous, hier, on était à Lindri. On a discuté avec la communauté. Et moi, j'ai demandé, j'ai envie d'aller à la cimetière. Et on m'a amené à la cimetière. Mais ce qu'on a vu à la cimetière, ce n'est pas des choses qu'on voit vraiment ici. C'est-à-dire dans un petit village comme Lindri, où le cimetière, il y a beaucoup de broussailles, il y a beaucoup d'herbes. Et tu vois qu'on a compté, on a trouvé 19 nouvelles tombes. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que c'est vraiment un cimetière très broussailleux. Tu vois que les tombes là, c'est des tombes toutes fraîches, quoi. Bien alignées, bien. Je pense que c'est une vraie. Moi, j'ai dit que c'est une hécatombe. Parce qu'il y a eu tout ça. Et cette question de. Moi, ce qui me fait peur, c'est les prochaines épidémies. La prochaine épidémie, c'est ce qui va se passer l'année prochaine. Parce qu'il faut savoir que cette épidémie ne nous est pas tombée du ciel. Mais cette épidémie est survenue dans un cadre bien connu. De la sous-région est-africaine, où avec le phénomène El Niño, il y a eu toutes les régions de la vallée du Rift qui ont été touchées. Et nous, on a été touchés. Et nous, on n'est pas épargnés, particulièrement en juin, on n'est pas épargnés par cette question donc, du changement climatique, de la dégradation de l'écosystème. Je ne sais pas si vous le savez, mais les îles les plus dégradées mondialement en termes d'écosystème, c'est Mayotte et Anjouan. À Mayotte, on l'a vécu. Mayotte, ils ont passé 6 mois où il n'y avait pas de l'eau. L'eau était ramenée par des bateaux. Donc moi, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de sortir de cette crise, mais il s'agit de nous dire qu'est-ce que nous allons faire pour les jours à venir, qu'est-ce que nous allons faire pour les années à venir. Parce que là, je pense qu'on a tourné une page. Il va falloir créer une résilience, trouver une résilience et voir comment on va sortir de cette chose-là. Moi, je me rappelle l'épidémie de 2000-2002. Moi, j'étais encore tout jeune médecin. J'étais dans le camp de choléra. Et je me rappelle qu'il y a des choses, à l'époque, quand tu allais dans les mosquées, les gens se faisaient leurs ablutions à même le bassin. Tout le monde venait là à même le bassin et on se lavait dans le bassin. Mais depuis ce choléra, depuis cette épidémie de 2002, partout où vous allez, les bassins, on a mis des robinets. Et c'est comme ça que, pour ceux qui sont jeunes, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, partout dans les villages, quand vous y allez, il y a le bassin. Après, il y a plusieurs robinets où les gens se font leurs ablutions. Ça date pas de très longtemps. Ça date de l'épidémie
de 2002. C'est ce qu'on appelle une résilience. Qu'est-ce que nous faisons des malheurs qui nous tombent? Donc aujourd'hui, moi je pose cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? Et cela m'amène à parler du vaccin. Il faut vraiment qu'on se dise que le vaccin, il faut qu'on se dise que le vaccin, ce n'est pas le médicament miracle. Le vaccin, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas le vaccin qui va nous sortir de problème. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le vaccin, c'est un médicament, c'est une approche qu'on va donner à la population. Et quand on va le donner à la population, si on le prend collectivement, ça va nous donner une immunité, une défense pendant une certaine durée de 6 mois. Et si tout le monde prend ça, on aura une immunité collective et ça va empêcher la bactérie, ça va empêcher le vibrio de circuler et on peut couper court à l'épidémie. C'est ça le gros intérêt du vaccin. Donc c'est vraiment important qu'on sache ça, que si on va faire le vaccin aujourd'hui, c'est pas parce qu'on fait le vaccin qu'on doit lâcher toutes les mesures de lavage de mains, chauffer l'eau, traiter l'eau. Moi je pense que ce jeu-là aujourd'hui doit rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, dans la résilience, doit rentrer dans comment nous on va faire de cette crise une opportunité pour améliorer certaines choses. De toute façon, c'est connu, il faut que dans nos sensibilisations, on soit clair, on soit clair à dire aux gens que ce vaccin-là, c'est pas un vaccin qui va... en fait, c'est pas un vaccin qui va se substituer à toutes les mesures, Se dire que moi, je fais le vaccin, donc je peux ne plus me laver les mains, je peux ne plus traiter l'eau, je peux manger n'importe comment. En fait, c'est pas ça. Donc, je pense que c'est un grand défi, parce que si nous arrivons à le faire collectivement, on peut tourner la page à cette épidémie et passer à des choses qui vont nous faire entrer dans les règles du développement. Parce que là, aujourd'hui, on a tout arrêté. Nous, au niveau de la direction, toutes les activités ont arrêté, ça fait 3 mois. Mais je pense que si on arrive à couper court à cette épidémie, ça va nous permettre d'entrer dans autre chose. Donc voilà, mesdames et messieurs les journalistes, chers collègues, le contexte pour lequel nous nous trouvons ici. Merci. Alors, je pense qu'on va laisser chacun des partenaires parler un petit peu de ce qui a été fait depuis le début de la riposte contre le choléra, et ensuite on va laisser place aux questions des journalistes. Samir, si vous voulez ajouter, Dr. Samir, vous voulez ajouter un petit mot? En fait, je voulais juste rappeler sur ce que le DRS vient de dire. C'est par rapport aux mesures et à la vaccination. Il y a les mesures qui se font au niveau individuel. Chaque individu doit observer. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que ces mesures vont nous protéger aujourd'hui et demain. Si dans nos habitudes, nous allons bouillir l'eau, nous allons laver les mains avec de l'eau et du savon à chaque geste, nous allons couvrir le repas à l'abri des mouches. Ce sont des mesures qui vont nous protéger aujourd'hui et demain. Comme l'a dit le DRS, il faut penser aux prochaines épidémies. Et on sait qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent se transmettre avec les mains. Donc, rien qu'avec ce simple geste de lavage des mains avec de l'eau et du savon, va nous protéger de beaucoup de maladies. Donc, c'est la protection d'aujourd'hui et de demain. Beaucoup d'interventions ont été menées.
Nous l'avons fait dans les hôpitaux, dans nos centres de traitement, en isolant chaque cas de choléra pour que ces cas-là ne transmettent pas la maladie. Et nous les avons soignés. Ça, c'est une première intervention. Mais pour que ces centres-là soient aux normes, il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait. On a identifié des ressources humaines, on a organisé ces sites pour que ces sites répondent aux normes. Et cela, grâce à l'appui de chacun, surtout l'appui de nos partenaires en termes d'appui technique. Vraiment, l'appui technique nous a beaucoup accompagnés pour qu'on puisse organiser ces sites. La deuxième intervention, c'est au niveau communautaire. Au niveau communautaire, nous avons décontaminé beaucoup de ménages. Il faut savoir que chaque cas de choléra, dans un rayon de 150 mètres, on a décontaminé 16 ménages. On a distribué des seaux, des aquatables pour préparer de l'eau potable, du savon, du SRO. Et on a sensibilisé cette population autour. C'est une grande intervention au niveau communautaire. Tous les cas ont été investigués. Et une autre approche s'est ajoutée dedans, la surveillance à base communautaire. Il y a nos agents de santé communautaire et les autres acteurs au niveau de la communauté recherchent chaque cas de diarrhée pour qu'on sache quel type de diarrhée. Est-ce que c'est une diarrhée en rapport avec le choléra ou pas? Un autre travail, c'est de remonter tous les cas de décès qui se passent au niveau communautaire. S'il y a un cas de décès en rapport avec le choléra, on a organisé les enterrements dignes et sécurisés. Et je salue vraiment le courage des équipes qu'à toute heure, que ce soit la journée ou la nuit, nous étions capables d'organiser un enterrement digne et sécurisé. Nous avons commencé avec la distribution d'eau potable à travers une unité de traitement d'eau à Pagé. Ça, c'est un grand travail. Au niveau communautaire, nous avons essayé de décentraliser le traitement. Aujourd'hui, nous sommes à mesure, nous avons ouvert environ 11 points de réhydratation orale. Donc, c'est pour vous dire que tout cela, c'est de permettre de prendre les malades en charge tout près de leur domicile. C'est un grand travail qui a été fait, et cela grâce à l'appui de tous nos partenaires sur le terrain. Et une grande intervention, c'est la surveillance. Je rappellerai que cette surveillance a commencé, je dirais, après la pandémie de Covid-19. Donc, c'est l'un des héritages de la pandémie de Covid-19 au niveau de points d'entrée, où, à l'aéroport de Wani, au port de Moutamoudou, au petit port de Dodin, nous avons un personnel qui surveille tous les voyageurs qui viennent de Ngazidja et de partout dans le monde. Donc, là où il y a un événement, nous sommes capables de surveiller au niveau des points d'entrée. Donc, ce travail a été fait. C'est pourquoi en juin, après la déclaration du premier cas, le 2 février, au pays, c'est le 4 mars qu'on a enregistré le premier cas, et cela, c'est grâce au travail qui a été fait au niveau des points d'entrée. Et je pense que,
avec la permission du DRS, je pense que, et la présence des partenaires, c'est une intervention vraiment qui mérite d'être pérennisée, puisque le DRS a parlé des prochaines épidémies. Et les prochaines épidémies doivent commencer déjà au niveau des points d'entrée. Et pour finir, c'est que nous ne saurions pas réussir ce grand travail grâce au dévouement de chaque individu, en commençant par le personnel de santé, qui volontairement, on a eu des jeunes qui sont venus nous retrouver, nous accompagner, et qui n'ont jamais désisté des centres de traitement, malgré les jours difficiles qu'on a vécus. Ils ont toujours été là et ils sont là. Aussi à l'engagement communautaire. Grâce à l'engagement communautaire, on a vu que nos communautés sont capables de se prendre en charge. Et je pense que si cette communauté se mobilise encore à nous accompagner dans cette prochaine intervention qui est la vaccination, nous allons réussir. Nous allons réussir parce que, comme le DRS l'a dit, toutes ces interventions sont complémentaires. Les mesures individuelles, les mesures collectives sont complémentaires. Donc, la vaccination vient compléter toutes les différentes interventions qui ont été menées jusque-là, et tout ça pour atteindre l'objectif qui est de faire disparaître cette maladie. Oui, bonjour DRS, les partenaires, les collègues, bonjour aux journalistes, merci d'être venus, merci de nous avoir invités à cette café presse. Donc, je m'appelle Manotio Frédéric, je suis le coordinateur des urgences et représentant pays de Médecins sans frontières ici aux Îles des Comores. Juste pour énumérer un peu les activités que nous menons ici, on est ici pour appuyer le ministère de la Santé dans la riposte à l'épidémie, tant au niveau au niveau technique, mais aussi au niveau opérationnel, parce que le ministère de la Santé a déjà un plan de riposte et on est venu appuyer le ministère de la Santé sur l'opérationnalisation de ce riposte-là. Donc nous avons une équipe ici, on appuie le ministère de la Santé et les structures sanitaires dans les centres de traitement du choléra. Donc il y en a deux dans les îles sur l'île d'Anjouan, celui de Ambo et celui de Doumouni. Et nous avons aussi deux unités de traitement de choléra qui est située dans l'hôpital de Pomoni et Mremani. Et ensuite, nous avons également mis en place, comme disait Dr Samir, plusieurs PRO. On a 7 qui ont été mis en place en coordination et en collaboration avec les autres partenaires, notamment la fédération de la Croix-Rouge, la Croissant-Rouge comorienne, UNICEF aussi était avec nous sur cette partie d'activité, et une partie aussi appuyée par l'OMS. Donc, je prends aussi l'opportunité de partager aussi que nous avons aussi une équipe qui appuie la DRS de Moali. On a une équipe qui est là-bas, qui appuie le centre de traitement de choléra à Moali, et une unité de traitement de choléra aussi sur Moali. On a une équipe qui se déploie aussi au Moali. Et sur Anjouan, sur Moroni, on appuie de façon ponctuelle le centre de traitement de choléra à Samba. Donc ça c'est un peu nos interventions aujourd'hui.
On est une grosse équipe ici. On appuie surtout le ministère de la Santé, donc en faisant aussi des formations de transfert de compétences auprès du ministère de la Santé, que ce soit au niveau DRS, que ce soit au niveau terrain avec les médecins et les infirmiers. Le deuxième point, c'est on est aussi en appui, encore une fois, sur l'opérationnalisation de la campagne de vaccination en collaboration avec les autres partenaires. Donc comme vous voyez, donc on a travaillé un peu sur les nombres de sites, mais peut-être qu'on ira un peu plus en détail là-dessus un peu plus tard s'il y a des questions autour de la vaccination. Au risque de me répéter, et je pense que c'est mieux de le répéter encore une fois que nous, en tout cas nous, au niveau du ministère, de Médecins sans frontières, on réincinéraire et on renforce les messages qui ont été déjà très bien clarifiés et faits par la DRS et le ministère de la Santé au niveau national, qu'au niveau régional, que il est très important de garder et de continuer et de respecter les mesures d'hygiène, lavage des mains, boire de l'eau potable, boire de l'eau qui a été bouillie et tout ça. Ça ne concerne pas seulement le choléra, ça concerne la vie en général. C'est pas parce que le choléra est fini qu'il faut arrêter ça. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'autres maladies qui est due au fait de ne pas respecter ou de ne pas avoir l'hygiène. Donc c'est pas seulement le choléra, donc c'est d'une vie de manière générale. Donc c'est important de maintenir cette bonne habitude d'hygiène. Donc si on continue à garder cette bonne habitude d'hygiène, la vaccination sera un supplément qui est fort, une forte opportunité pour justement maintenir et renforcer l'immunité des individus et collectivement, comme disait le DRS tantôt. Donc voilà, donc je laisserai peut-être les autres acteurs parler et puis après, s'il y a des questions, on est disposé à répondre. Merci. Alors, docteur Mathieu, si vous pouvez parler pour le... Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour chers collègues des médias. Et toi ici. Et toi ici. Donc, je suis docteur Nassuri Amanda. Je représente l'Organisation de la santé dans cette conférence de presse, au cours de presse. Et voilà, donc au niveau du bureau de l'OMS, je suis chargé des maladies transmissibles, non transmissibles et la vaccination et les maladies tropicales négligées. Donc voilà un peu les fonctions au niveau du bureau de l'OMS. Peut-être tout juste souligner un élément important dans mon intervention. Le représentant de l'OMS en personne est ici à Anjouan depuis samedi, et Dr Abdoulaye Diarra. Et ça doit faire, je crois, sa deuxième mission ici à Anjouan pour montrer toute l'importance que notre organisation accorde à cette épidémie au niveau de tout le pays. Donc ça fait sa deuxième ou troisième mission au niveau d'Anjouan. Voilà, donc ça c'est donc, on pouvait dire que le bureau de l'OMS est carrément transféré à Anjouan pour mieux accompagner la direction et tous les intervenants dans ce qui se fait dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. Ça c'est le préambule de mon intervention. Maintenant, par rapport à ce que fait l'OMS, mais peut-être deux mots par rapport à ce que disait le directeur que je partage entièrement. Il a cité deux choses, beaucoup plus. La source de contamination qui est l'eau. Qu'on parle de l'épidémie de 1975, les citernes de la Grande Comore, ou les cours d'eau d'Anjouan, le point commun, c'est l'eau. Donc si on arrivait à trouver une solution à nos sources d'eau, on pourrait mettre à côté le choléra pour plusieurs années. Voilà un peu ce qu'il a dit, et il a souligné aussi un point important que pourra dans les discussions peut-être revenir, le rôle important des responsables des lavages mortuaires
qui sont dans nos villages. Donc ces personnes, ressources importantes qui ont un rôle capital dans la vie communautaire, on doit savoir comment travailler avec ces gens et puis impliquer dans cette réflexion, dans les jours à venir, les chefs religieux. Parce qu'on ne va pas dire aux gens de changer de comportement si nos messages ne sont pas accompagnés de références religieuses qui pourront renforcer la foi de ces gens sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est un peu la perspective. Si on arrivait à trouver une solution par rapport aux sources d'eau, et puis, parce que pour les décès, là, les corps, le problème c'est que ça peut être la Covid, ça peut être le choléra, demain ça pourra être autre chose. Mais il y a des mesures ou des précautions à prendre. Donc on doit vraiment bien se préparer. Et nous sommes tous mortels. Il y a pas, aujourd'hui c'est ma soeur, demain c'est moi, l'autre jour c'est l'autre personne. Donc on doit bien travailler avec ces gens. Ça c'est la partie pour renforcer ce que disait le directeur et nos contributions par rapport à cette réflexion. Maintenant, par rapport à l'OMS en tant que tel, vous savez que l'OMS, dans ses missions qui revient à cette institution, c'est d'accompagner les pays. Et nous travaillons beaucoup plus avec plusieurs partenaires, mais dans le pays, c'est beaucoup plus avec le ministère de la Santé. C'est une organisation qui est permanente au niveau du pays, c'est un rappel pour tout le monde. Donc tous les événements qui se passent au niveau du pays, l'OMS en première ligne. Donc ça c'est très important à se rappeler, c'est l'OMS en première ligne. Et quand on a parlé tout à l'heure du plan de riposte au niveau du pays, donc c'est un document qui est élaboré avec l'appui du bureau de l'OMS pays. Donc voilà, c'est pour commencer par là. Tous les documents normatifs qui sont élaborés au niveau du pays, l'OMS est partie prenante. Ça, c'est la première partie. Maintenant, précisément par rapport à cette lutte contre les épidémies, vous verrez que l'OMS se trouve dans plusieurs piliers. Dr Ansoufoudine ne me démentira pas. Quand on avait des problèmes énormes, où trouver les lits picots que nous devons utiliser dans le centre de Hombo en premier. Donc on réfléchissait ensemble. Donc l'OMS est venu en appui pour trouver vraiment les lieux appropriés pour prendre en charge les malades. Donc les questions de formation. Donc là je commence par la prise en charge. Donc nous sommes dans la partie prise en charge à travers la dotation des structures de prise en charge que nous appelons CTC, de l'IPICO, la formation dans le renforcement des capacités des ressources humaines. Actuellement, nous avons des équipes qui sont sur le terrain, à Domoni et dans d'autres régions, qui travaillent vraiment en synergie avec les cadres nationaux dans le cadre de cette lutte contre les épidémies. Donc dans la partie logistique, donc il y a des appuis aussi qui sont apportés, et il y a des véhicules qui sont mobilisés pour appuyer les équipes dans le cadre de la surveillance qui se fait sur le terrain. Il y a un aspect très important sur lequel je voulais revenir, c'est le laboratoire. Ce volet a été renforcé par l'OMS. Vous savez, on ne pouvait pas confirmer cette maladie si on n'avait pas les capacités. Donc l'OMS a apporté dès le début une équipe d'experts au niveau du pays pour accompagner les autorités nationales pour un diagnostic précis de la maladie. Donc le laboratoire, l'OMS aussi a été impliqué activement pour la confirmation de la maladie. Et ça s'est allé un peu plus loin parce qu'on parle déjà de séquençage et les autres aspects. Donc ça, c'est des contributions de l'OMS techniquement. Dans le cadre des ressources humaines, vous savez que je disais tout à l'heure qu'on a des équipes qui sont sur le terrain, des équipes formées qui sont recrutées localement pour appuyer les équipes aussi qui sont dans la surveillance. Donc vous voyez, si on fait le contour de tous ces éléments, l'OMS est dans presque tous les piliers, mais il y a des piliers qui reviennent vraiment à la surface. C'est la surveillance, la gestion des données. L'OMS a apporté aussi son appui depuis le début pour que les données soient bien analysées, bien saisies. Parce qu'on ne pouvait pas dire aux gens que nous enregistrons des cas si on n'a pas de base de données solide. Donc,
pour convaincre les gens, il faut avoir des données et ces données doivent être enregistrées dans des bases solides. Donc le pays a beaucoup travaillé là-dessus avec l'appui de l'OMS. Et c'est peut-être le moment aussi de saluer quelqu'un de très important qui s'est beaucoup investi dans la gestion des données, c'est Dr Fawzouz. Il faudrait qu'on mentionne cette personne aussi parce qu'il s'est beaucoup mobilisé et s'est beaucoup investi en travaillant avec tous les partenaires. Il y a un volet que je voulais aussi souligner. Vous savez que on ne peut pas faire toutes ces interventions s'il n'y a pas une bonne coordination. Donc l'OMS a accompagné le ministère de la Santé pour qu'on puisse avoir un cadre de concertation et de coordination de tous les partenaires. Ça, c'est très important. Donc si vous prenez tous ces piliers, donc l'OMS a continué à apporter son appui et sa présence au niveau des 3 îles, ce n'est pas seulement ici à Anjouan, mais à Anjouan, à Moélie et à la Grande Côte. Maintenant, pour terminer avec la vaccination, si on est arrivé à ça, il faudrait que nous soulignions l'appui considérable apporté par l'OMS dans l'élaboration des documents pour soumettre au Comité international de coordination. Donc l'OMS a beaucoup travaillé avec le ministère pour qu'on puisse avoir accès à ces vaccins et qu'on puisse aussi avoir le financement des coûts locaux. Ne pensez pas que ces interventions vont se faire de manière gratuite, non. Il y a des coûts locaux qui doivent être assurés et l'OMS, avec l'appui des autres partenaires, s'est beaucoup mobilisé pour faire un plaidoyer approprié pour qu'on ait les ressources nécessaires pour appuyer cette vaccination au niveau du pays. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Madame Chaka Amadi, qui est responsable de la communication de l'environnement communautaire et du changement des comportements. Merci beaucoup. Il y a un volet très important que je dois souligner à travers les actions menées par l'UNICEF au niveau non seulement d'Anjouan mais des 3 îles, c'est l'approche CATI. Donc, dès le début de l'épidémie au niveau du pays, grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé, le Croix-Rouge comorien et l'UNICEF, 13 équipes CATI ont été mises en place, des équipes permanentes, dont 6 en Anjouan, 4 à la Grande Comore et 3 à Moélie. Donc CATI, il s'agit d'une approche ciblée, multidisciplinaire, intradomiciliaire. Multidisciplinaire parce qu'il y a le volet communication, sensibilisation, volet PCI et aussi le traçage et la prise en charge des malades au niveau domiciliaire. Et grâce à l'approche CATI, plus de 65% des réponses ont été menées dans les 24 heures suivant les cas suspects. Et au niveau d'Anjouan, il y a 4 équipes CATI qui ont été mises en place, ont été formées et puis mises en place, que je salue vraiment. 6 équipes, mais 4 au niveau de Moutsamoudou et 2 au niveau de Domoni. 4 au niveau de Moutsamoudou, mais ces équipes, ils sont seulement à Moutsamoudou, mais aussi elles appuient les EIR des districts. Donc ces équipes que je salue, il y a Salami qui est là pour la CREC, des agents infatigables. Alhamdulillah, que je tiens à remercier. Tout le temps, on les accompagne sur le terrain. À chaque fois qu'il y a des cas, donc ces équipes vont dans les domiciles. Donc, ce n'est pas seulement le domicile du cas, mais aussi au moins 10 ménages voisins pour faire la décontamination et aussi distribuer les comprimés Aquatabs pour le traitement de l'eau, pour que la population puisse s'en servir, se servir de l'eau traitée à domicile, distribuer aussi la solution de réhydratation orale au cas où il y a un malade avant d'aller à l'hôpital, mais qu'il soit réhydraté avant pour éviter la déshydratation. Il y a aussi, donc à travers ces équipes, plus de 36 000 foyers au niveau du pays ont été désinfectés et aussi près de 35 000 foyers ont reçu au moins un produit de traitement de l'eau. Et plus de 135 000 personnes ont été sensibilisées à travers ces équipes CATI, pas seulement dans les ménages, mais aussi des réunions au niveau communautaire de sensibilisation dans les écoles, dans les mosquées, dans les places publiques.
Il y a aussi l'appui à travers les médias, 35 médias partenaires au niveau du pays, notamment une dizaine en juin, pour la sensibilisation, la communication par rapport aux mesures, à la prévention contre le choléra. Et puis, donc nous avons à peu près 450 000 personnes au niveau du pays qui ont reçu des messages sur le choléra à travers les médias partenaires. Donc, d'ici la fin de ce mois, nous continuons par rapport aux équipes CATI pour que dans tous les districts, ces équipes, au niveau d'Anjouan, ces équipes CATI soient permanentes. Il y a les EIR, il y a les autres équipes qui appuient, mais dans tous les districts, d'ici la fin de ce mois, donc on aura en total donc 18 équipes CATI pour la riposte. Et actuellement, pour la vaccination, donc nous continuons toujours l'appui à travers la direction de la promotion de la santé et aussi les directions insulaires, donc ici en juin, pour la communication, pour la sensibilisation et aussi les outils de communication pour mieux sensibiliser la communauté et aller auprès de la communauté pour la sensibilisation. Voilà en bref ce que je peux ajouter en plus de ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va laisser parler M. Issoufou Benani, qui est responsable de la Croix-Rouge Orient. Bonjour, monsieur le directeur, régional de la santé en juin, chers partenaires, les collègues. Au niveau des Croix-Rouge, et comme on l'a dit, Dr. Samir, dès le début même de l'épidémie au niveau de la campagne, le Croissant-Rouge s'est engagé avec nos volontaires qui sont au niveau des frontières, avec toujours les équipes de la DRS. Le 4, déjà, on a pris place au niveau du CTC de Rombo par nos effectifs. On a continué sur les différentes activités que je ne reviens pas à ce que Chadi a dit. Le CATI, c'est un projet financé par UNICEF, mais travailler avec le Croissant-Rouge. Croissant-Rouge, au niveau des Comores, il compte à peu près 800 volontaires actifs au niveau d'Anjouan. Dans cette épidémie, on a pu déployer 400 volontaires dans toutes les différentes activités et on a des ressources encore. Ce que nous pouvons dire sur cette épidémie, c'est la collaboration entre les autres partenaires. C'est une très bonne collaboration, en commençant par l'MSF au niveau des CTC, l'UNICEF au niveau du CATI et l'OMS sur des différentes activités. Il y a deux activités clés, parce que toutes les activités qu'on a dit qu'on fait un jour, on est là, mais deux activités clés que j'aimerais énumérer, surtout l'enterrement digne et sécurisé. C'est une activité qu'on a pris en charge au niveau du gouvernement. En cas d'épidémie, Croissant-Rouge s'en charge des cadavres jusqu'à la mise à terre. Cette activité, j'ai eu la responsabilité bien avant au moment de Covid, mais avec le choléra, il y a eu vraiment de l'amélioration parce qu'on a pu corriger les erreurs et pouvoir profiter des positifs que dans ce moment de choléra, les enterrements se sont faits avec dignité, avec l'implication de la population et aussi bien qu'on a eu des problèmes surtout sur les laveurs mortuaires, mais je pense qu'on a essayé de se rattraper avec des formations, avec les sensibilisations. Aussi sur l'autre activité, c'est le CREC, la sensibilisation et l'engagement communautaire. Cette volée, on a eu la chance de l'implication de la Fédération du Croix-Rouge canadien et du Croix-Rouge français, d'où on a eu l'expertise de SUR, notamment mon frère qui est assis à côté, monsieur Yves. C'est un grand monsieur qui a beaucoup d'expérience sur ça. Donc lui nous a apporté la technicité sur l'engagement communautaire. Il nous a montré comment
on peut toucher la population, comment on peut impliquer la population, comment on peut faire réagir la population. Déjà, il y a eu 295 volontaires qu'on a impliqués sur la surveillance à base communautaire et aussi, bien sûr, la sensibilisation. Il nous a montré des canaux de communication, comment on peut atteindre la population, non simplement par cette méthode qu'on avait l'habitude de partir faire la littérature, de dire, mais il nous a montré comment passer sur d'autres voies, les vidéos communicatives qu'il nous fait. Et il a aussi pu former nos responsables des districts, les CREC, et les a encadrés et impliqués et faire voir cette connaissance. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à dire parce que ce qu'on va dire, les autres partenaires vont le dire parce qu'on travaille ensemble, mais juste que Croissant-Rouge est là pour les Comores, parce qu'on a des volontaires qui sont là pour servir le pays en cas d'épidémie. Et ils sont là, on a d'autres. Si on a besoin d'autres activités, on a des gens à mobiliser, à travailler pour le pays. Merci M. Belali. Avant les questions des journalistes, je vais passer la parole à M. Ibrahim Salimari, qui est le directeur de l'hôpital de Rombo, où s'est trouvé le premier centre de traitement contre le choléra. Donc il a été aussi, bien sûr, compris de très essentiel à la cause. Bonjour à tout le monde, le directeur, secrétaire régional, les différents partenaires, celui-ci a commencé par l'EMS, l'UNICEF, le Croissant-Rouge. Très chers frères que vous êtes ici, premièrement, je tiens à présenter mes remerciements, vous savez que ce que je peux dire, pour l'engagement commun, la collaboration déployée par tous les partenaires et en particulier, je vais citer des noms parce qu'on s'est trouvé à des jours qui étaient assez moroses pour nous, notamment ce que le Dr Ansou nous dit, le mardi obscur, le mardi noir. Ce jour où on était dans la désolation, le jour où c'était carrément le chaos au sein du centre hospitalier dont je suis le directeur, qui a dû faire en sorte qu'on puisse s'en sortir aujourd'hui par rapport à cette maladie qui nous a impacté fortement. En premier lieu, je tiens à féliciter, à remercier le ministère en charge de la Santé, parce que sans le ministère, on ne serait pas arrivé à vaincre aujourd'hui cette maladie et cette épidémie qui, à travers ces initiatives, ont eu le réflexe de faire appel aux médecins sans frontières ici présents et on vous dit merci parce que vous êtes nos sauveurs. En premier lieu, effectivement, il y a les autres partenaires, il ne faut pas que ça soit interprété autrement, mais c'était une collaboration en fait de tous bords, notamment pour l'OMS, l'UNICEF qui était aussi au premier plan. Donc tous ces partenaires, je dirais l'OMS, MSF, l'UNICEF, Croissant-Rouge, Comorien, Française, en fait ça nous a énormément aidé à pouvoir endiguer cette maladie qui aujourd'hui on peut commencer à nous féliciter parce qu'au jour d'aujourd'hui le centre de traitement de Rombo, le centre de traitement de choléra à Rombo, nous disposons de 5 patients. Donc c'est déjà quelque chose qui est à féliciter et cela n'aurait pas été possible sans l'implication de tout le monde. Je les ai cités et je ne me mettrai pas de dire qu'on avait effectivement des gens qui nous ont épaulés énormément
je dirais, la communauté qui s'était engagée, parce que sans cette communauté aussi, peut-être on n'allait pas pouvoir vaincre aujourd'hui, s'asseoir ici et parler de ce qui a été fait. Je dirais l'engagement des scouts qui nous ont énormément épaulés. En fait, c'est une association qui n'est pas sanitaire, qui n'a rien à voir avec la santé, mais avec leur dévouement, ils nous ont porté main forte dans un mardi noir où il y avait des intempéries, dans un mardi noir où on était débordé de travail, on ne savait pas où mettre les malades, dans un mardi noir où il n'y avait même pas d'eau où on pouvait donner aux malades. Je le dis parce que c'est la réalité. Donc on puisait l'eau à partir de la pluie en fait qui tombait. C'est ça donc on faisait pour pouvoir faire boire pour les malades. Et ce jour-là, il y avait des gens qui sont venus à notre secours. C'est MSF, c'est l'UNICEF, c'est les scouts et la communauté qui ont donné à boire aux malades avec de l'eau qui venait effectivement des différents entrepreneurs. Et sincèrement, cet engouement, ce dynamisme en fait collectif a permis aujourd'hui qu'on a vaincu, on peut le dire, aujourd'hui on a vaincu cette épidémie. Beaucoup reste à faire, tous ensemble, on espère pouvoir aller encore plus loin parce que beaucoup reste à faire encore. Et voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Vous remercier énormément à tous les partenaires, sans distinction aucune. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va passer aux questions. Des questions? Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Moi c'est Tex Mohamed à la Télézélande. Ma première question est basée sur la vaccination. J'aimerais savoir par rapport au foyer. Nous avons 3 foyers qui ont testé ici. Je pense Domoni, Pomoni et Nrenani. Est-ce que ces 3 foyers ont un dispositif plus que les autres foyers? Parce que je pense que c'est là où les cas sont plus nombreux par rapport aux autres foyers. Et puis, ma deuxième question, vu le travail fort qui a été fait sur toute l'île, j'aimerais savoir, vous les techniciens peut-être, peuvent nous dire aussi, est-ce que les résultats qui actuellement, parce que j'ai constaté qu'actuellement on a 72 cas, peut-être si je ne me trompe pas, par jour, est-ce que c'est équivalent par rapport au travail que nous faisons pour savoir si il y a de l'épine quelque part? Merci. Salam alaikum. Moi, c'est Daïd Jean-Pierre, réunion Sénégal Média Plus. Nous vivons dans une communauté où il existe des personnes têtues qui ne prendraient sûrement le vaccin. Quelles mesures pensez-vous prendre vis-à-vis de cette action? Parce qu'on sait très bien, même les mesures, se laver les mains est difficile pour certaines personnes. Maintenant, on est dans une phase de vaccin. Certainement, certaines personnes têtues n'accepteraient pas ce vaccin. Quelles mesures pensez-vous prendre vis-à-vis de ces personnes? Bonjour tout le monde, c'est Fouad Ahmed de l'Escolive. Ma question est de savoir qu'est-ce qui
a forcé ou qu'est-ce qui a causé que la maladie du choléra a beaucoup duré cette fois-ci? Parce qu'il y a eu beaucoup de ces maladies dans ce pays. Il y a, je pense en 2002, en 1975. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci ça a beaucoup pris du temps? Ma deuxième question, c'est que je voudrais savoir encore s'il y avait eu un enfant qui a été vacciné 2 fois, est-ce qu'il n'y aura pas de problème si un enfant est vacciné 2 fois sur la même période, en cette période de vaccination? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Je vais prendre la première question. Après, s'il y a des compléments, les autres vont me compléter. Nous avons dit qu'actuellement, nous avons 3 foyers actifs, qui sont donc le foyer de Pomoni, à Kowe particulièrement, le foyer de Bremani, Mrijou, et le foyer de Domoni, à Koni. Donc, est-ce que par rapport à la vaccination qui vient, est-ce qu'il y a des mesures particulières? Moi, je pense que oui, il y a des mesures particulières, parce que l'une des grosses craintes que nous avons, il ne va pas falloir qu'en pleine vaccination, il y ait une flambée. Parce que si en pleine vaccination, il y a une flambée, ça peut semer la confusion. Vous savez, tout de suite, on peut penser que c'est le vaccin qui fait cette flambée, quoi. Donc, par rapport à ces endroits-là, je pense que oui, il va falloir des mesures particulières. Pas particulières dans le sens où il faut commencer par vacciner par là-bas, c'est pas par rapport à ça, mais des mesures particulières, par exemple, l'accès à l'eau. Faire en sorte que, de toute façon, pendant cette période de vaccination, nous devrions faire en sorte que dans toute l'île, nous ayons de l'eau potable. Nous ayons de l'eau potable justement pour éviter ces interactions négatives. En dehors de ça, il n'y a pas de mesures particulières, mais juste vraiment la grosse crainte, c'est ça. Avec l'Aïd qui vient, si avec l'Aïd qui vient, il y a une flambée parce que les gens ils ont relâché les mesures, nous sommes en pleine vaccination, je pense que quelque chose qui peut être confus et ça peut avoir un effet contre-productif par rapport à la vaccination. Donc ça c'est la première question. S'il y a quelqu'un qui va compléter, après il va compléter. Donc est-ce qu'aujourd'hui nous avons 70 cas? Est-ce qu'il y a des lacunes? Je pense que cette question-là, je vais la répondre en même temps que la dernière question de Fouad sur la durée. Pourquoi l'épidémie dure? L'épidémie de 1974 a été la plus courte. Et même celle de 1973 était la plus courte. Mais en fait, quand vous regardez l'épidémie, que nous appelons l'épidémie de 2002, en fait cette épidémie-là, elle a commencé en 1999. Mais là, il faut rappeler que nous étions dans un contexte politique assez particulier. C'était pendant la période du séparatisme, avec l'embargo, tout ça. Ce qui fait que même les partenaires, ils avaient du mal à intervenir ici. Quand Dr Nassou est là, je vais parler sous son contrôle, mais même les partenaires, ils avaient du mal à intervenir ici. Donc il y a eu les premiers cas. En fait, il y a eu l'épidémie est apparue en Azidia en 1999, en 2000, 2001. Et en 2002, on a eu l'épidémie ici. Et en 2007, il y a eu un petit pic. Ce qui est vraiment important à savoir, il faut savoir que c'est l'épidémie de 1999 qui est allée jusqu'en 2007. La maladie était devenue presque endémique, avec des pics. Ça, c'est la chose qui nous fait le plus peur. Donc, si vous regardez, réellement, l'épidémie de 1999 est allée jusqu'en 2007, avec des moments d'accalmie, des moments de pic. Des moments d'accalmie et des moments de pic. Cette chose-là n'est pas, c'est connu, même aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays comme la Tanzanie, comme certains pays de l'Afrique de l'Est, où ils sont en train de vivre cette épidémie depuis 1 an, depuis 2 ans, avec des accalmies et des pics. Donc, c'est pour ça que si on arrivait à créer cette immunité collective, peut-être on aurait la chance de tourner la page définitivement à cette épidémie de choléra. Et puis, donc là, je pense que j'ai combiné les deux questions. La question de est-ce qu'avec les 70 cas, il y a une lacune, et puis par rapport à la question de la durée de l'épidémie. Donc je pense que c'est vraiment ça.
Le refus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. On a vraiment appris beaucoup de choses avec la Covid. On a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire là où on a mené la gendarmerie, là où on a mené la police, pour venir intervenir pour les questions de santé, je dis que ça c'est fini. Tout ce qui se fait contre la communauté, tout ce qui se fait sans la communauté se fait contre la communauté. Si la communauté ne reconnaît pas ses intérêts là où ils sont, et que vous voulez les forcer à reconnaître ses intérêts, il ne les reconnaîtra pas. Donc, il n'y aura pas de mesures coercitives, il n'y aura pas de mesures répressives, mais je pense que le gros outil que nous avons, je l'ai mis sous le contrôle de Chandia et de M. Galeux qui est là, Yves, c'est la CREC. C'est la communication du risque pour l'engagement des communautés. C'est ça. On l'a vu à Lindri. Moi, hier à Lindri, j'étais ému, j'étais vraiment ému à Lindri. Avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées à Lindri, si vous allez à Lindri aujourd'hui, même dans les rues, il y a des choses. La communauté a pris conscience et se sont appropriés leur santé. Ça, c'est la meilleure des façons. Donc voilà, je ne sais pas si parmi les collègues, il y a quelqu'un qui va compléter. Yves. Ok. Merci. Je vais ajouter par rapport aux mesures prises pour la sécurité. Donc, actuellement, nous avons des volontés sur le terrain qui sont en train de faire la communication, mais non seulement la communication, mais d'écouter également les membres de la communauté. Ceci nous permet de savoir quels sont les besoins en termes d'information des membres de la communauté. Et là, nous allons mettre en place des mécanismes pour répondre à ces besoins d'information des membres de la communauté. Cela va permettre de lever les doutes, de créer la confiance. Et les volontaires sur le terrain sont là pour écouter les membres de la communauté. Donc, si les membres de la communauté ont des craintes, ont des questions, ont des doutes, ont des préoccupations, qui se sentent à l'aise de poser ces questions, et nous allons répondre à travers les différents canaux que nous utilisons. Ça peut être par les programmes radio, ça peut être par des discussions de groupe, ça peut être par les causeries éducatives, ça peut être par les cinémas mobiles que nous organisons. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour organiser et on peut toucher toutes les couches de la communauté à travers divers canaux de communication. Et comme j'ai dit, nous sommes là pour écouter les membres de la communauté afin de répondre aux besoins d'information des membres de la communauté. Et si cela nous permettre d'avoir une population qui comprend mieux le vaccin et qui pourra accepter le vaccin. Et comme le docteur Sokoji l'a dit, nous travaillons avec la communauté, pour la communauté. Merci. Oui, par rapport à la question de foi pour les enfants qui seraient vaccinés, un enfant qui serait vacciné de fois, peut-être ce qu'il faudrait avoir en tête, c'est qu'avant la vaccination, les vaccinateurs ont été formés. Et on a donné à ces vaccinateurs des outils, des registres, des cartes de vaccination. Et se rappeler qu'on ne va pas ramasser des enfants qui sont en train de jouer et de vacciner. Non, non, non. Ça sera des enfants accompagnés par leurs parents. Et un enfant qui est déjà vacciné aura sa carte. Toute personne qui sera vaccinée aura sa carte de vaccination. Donc cette hypothèse d'un enfant vacciné deux fois, ça pourrait être là. Ce qui est sûr, on va surveiller cet enfant, mais il n'y a pas un danger mortel pour cet enfant. Ça, c'est un peu la première information. Il n'y a pas un danger mortel. Ce n'est pas que l'enfant va mourir parce qu'il a eu 2 doses. Non, ce n'est pas ça. Même si l'intervalle n'a pas été respecté, parce que vous savez, on peut être vacciné 2-3 fois, mais il y a des intervalles à respecter, comme pour la vaccination de routine. Ça, c'est la première observation. Et puis, la deuxième observation par rapport à ça, c'est que nous visons, comme le disait le Dr Ansoufoudi, avoir une immunité collective en vaccinant 93% de la population. Maintenant, pour ceux qui seraient réfractaires, qui refuseraient, il l'a dit, on ne va pas amener la gendarmerie pour prendre les gens, la communication, le plaidoyer sera mis en contribution, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, apparemment il n'y aura pas beaucoup de refus. Il y aura des refus, ça c'est sûr. Parce que même partout où vous allez, il y a des refus.
Ce n'est pas une caractéristique comorienne. Vous allez en France, il y a des gens qui sont toujours opposés à tout ce qu'on propose. Et on ne va pas comparer le niveau intellectuel entre la France et les Comores. Donc, il ne faut pas paniquer. Il y aura des gens qui vont refuser, mais ils ne vont pas arrêter la dynamique. On n'a pas dit qu'on va vacciner 100% de la population. Si on arrive à vacciner 93%, on crée une immunité communautaire collective et on pourra protéger la population. Merci. Merci beaucoup. Par rapport à la réticence ou à l'hésitation, ça a été bien dit par rapport à la vaccination des mineurs. Donc, il n'y a rien à craindre. Aucun enfant ne va être vacciné sans l'autorisation parentale ou le consentement de ses parents. Comme vous l'avez vu ces 3 derniers jours, il y a eu la vaccination dans certaines écoles pilotes, parce que ces écoles-là vont fermer ce samedi. Donc, ce sont des écoles où il y a eu un grand effectif, donc il fallait rattraper ces enfants-là pour qu'ils soient vaccinés. Mais il y a eu des fiches de consentement qui ont été remises aux enfants, et puis ils ont amené ça à la maison. Les parents ont coché oui ou non. Donc, c'est tous ces enfants qui ont été vaccinés, il y a eu l'autorisation des parents. Maintenant, pour les parents qui ont refusé, ce n'est pas fini, d'où le travail qui se fait pour la sensibilisation, l'engagement communautaire à travers tous les acteurs communautaires. Donc à travers les chefs religieux, à travers les chefs des villages, les comités villageois de santé, les associations communautaires qui ont joué un grand rôle dans la riposte. Donc elles sont aussi impliquées dans cette sensibilisation pour qu'on arrive à avoir un maximum de population vaccinée afin de rompre la chaîne de transmission. Un autre point important, la vaccination à elle seule n'est pas la seule solution. Donc, on est vacciné, mais on doit continuer à appliquer les mesures d'hygiène qu'on applique jusqu'à maintenant. Et justement, après-demain, c'est la Eid. Donc, comme pendant la Eid des Fêtes, nous devons appliquer les mêmes mesures d'hygiène pour ce jour-là, pour ne pas avoir d'autres cas supplémentaires, parce que nous espérons continuer à avoir une baisse des cas. Donc, le lavage des mains régulier avec l'eau propre et le savon, manger des aliments chauds ou bien couvrir les aliments si on ne les mange pas tout de suite et boire de l'eau potable. Donc, les mêmes mesures, nous devons continuer à les appliquer avec aussi, surtout les jours de l'Aïd, essayons de surveiller les enfants nous-mêmes à travers les mosquées. Donc, quand on fait les ablutions, ça c'est pas lavage des mains, mais ça, on lave les mains d'abord avant de faire les ablutions. Donc, laver les mains avec l'eau et le savon avant de faire les ablutions, d'où la présence des dispositifs de lavage des mains dans les mosquées. On s'approche aussi aux examens nationaux. Ça aussi, c'est des mesures que nous devons aussi renforcer la sensibilisation pour bien respecter ces mesures d'hygiène, donc le lavage des mains avant d'entrer dans les salles d'examen, ne pas prendre n'importe quelle bouteille. Donc nous devons toujours veiller, nous devons toujours respecter ces mesures pour espérer avoir une baisse et puis disparition de cette épidémie, Inch'Allah, dans les meilleurs. Merci Madame Mamadi. Salami, d'autres questions? Non, il y a... Ah, pardon. Merci pour la question. Alors, moi, je vais juste ajouter 2 points pour ajouter un peu ce que le DRS avait dit sur la première question, notamment sur notre collègue qui a posé la question sur les 3 districts où il y a le plus de cas actuellement. Oui, comme vous voyez derrière vous, en face de vous, là, il y a la carte, c'est le nombre, c'est les sites de vaccination qui a été identifié par le ministère de la Santé. Donc vous voyez bien que sur Marimani, par exemple, il y a beaucoup plus de sites de vaccination, notamment sur Mutumudu, Dumuni, vous voyez, il y a aussi pas mal de sites de vaccination. Donc on a pris en compte cet aspect de nombre de population déjà pour commencer, mais aussi sur le fait qu'il y a encore pas mal de cas par rapport aux autres districts. Donc ça c'est pour répondre à votre question sur comment on va organiser la vaccination. La deuxième question où je vais aussi renforcer sur le point de refus
et les gens têtus, comme dit notre collègue de ce côté-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous, les journalistes, vous êtes un des partenaires le plus important dans la riposte. On compte sur vous, vous êtes vraiment influent dans votre travail, on vous écoute, et c'est une des raisons pour laquelle on est tous ici aujourd'hui. C'est justement pour qu'on soit bien sur la même ligne, qu'on vous donne les informations et que dans votre travail qui est très respectable, que vous aussi, vous aidez le ministère de la Santé à lutter contre ce riposte, à convaincre la population de se faire vacciner, d'aller se faire traiter s'ils sont malades, s'ils ont des symptômes, ainsi de suite. Avec tous les sites qui a été mis en place, la stratégie qui a été mise en place par le ministère de la Santé dans la décentralisation, donc on a les centres de traitement, on a les unités de traitement et on a les points de réhydratation orale qu'on appelle les PRO, qui est vraiment une stratégie de décentralisation où, au plus proche de la population, comme on l'avait dit au début de cette conférence. Et le deuxième point aujourd'hui où on compte énormément sur vous, c'est encore une fois sur la vaccination. Donc vous êtes un partenaire clé sur tout ça. Donc c'est pas seulement nous ici, mais y compris vous. Donc on compte sur vous justement pour renforcer cette stratégie qui a été définie par le ministère de la Santé pour la riposte et la prévention, parce que la vaccination c'est en même temps la riposte, mais aussi la prévention pour couper la chaîne de transmission. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais juste savoir, puisque nous nous préparons pour la vaccination, après la vaccination, quelle stratégie ou bien qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, si déjà vous et les partenaires, vous avez un plan. Merci. Quand on soumettait la proposition pour la demande du vaccin, parmi les documents, je m'adresse à notre collègue de Dialan, parmi les documents demandés, c'est un plan de vaccination. Donc dans ce plan, on dit qu'est-ce qu'on va faire pendant la vaccination, qu'est-ce qu'on va faire après la vaccination. Parmi les interventions qui seront menées pendant la vaccination, il y aura des évaluations pendant la vaccination. Mais maintenant aussi, après la vaccination, il y aura une enquête qui sera menée au niveau de tout le pays, avec toute la rigueur scientifique qui s'impose, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et s'il y a des mesures correctives à apporter, voir est-ce qu'il y a des lieux, mais ça sera fait à la fin de la parce que la campagne a un nombre de jours bien limité. Donc ça, on peut, si on termine une phase, apprécier et dire à tel endroit, les gens ne sont pas suffisamment vaccinés. On revient, on fait des rattrapages ou des ratissages. Ça pourra se faire. Mais maintenant, à la fin, complètement, quand on aura bouclé la vaccination, on va faire cette évaluation pour mieux comprendre ce qui s'est passé et projeter l'avenir, comment on va s'y prendre en compte. Ça, c'est la partie la plus importante. Merci. Une autre question? Oui, merci pour la question et merci pour le collègue de la messe qui a un peu expliqué la manière dont la vaccination se fera. Et pour répondre en ajoutant à la réponse pour répondre à votre question, l'après-vaccination, la stratégie après-vaccination, c'est plutôt renforcer la surveillance. C'est ça qui est important et c'est l'une des raisons pour laquelle mon collègue de l'OMS avait dit au préalable qu'il y a des outils qui sont mis en place pour la surveillance et tout ça. Et ça, il va falloir continuer à surveiller après vaccination. Ça nous permet de voir la tendance épidémiologique et de renforcer du coup le système sanitaire autour de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où c'est encore important, et on n'arrête pas d'y répéter, je pense que ce sera le slogan
de cette épidémie et de cette conférence, si tu me permets, DRS, c'est les mesures d'hygiène. Donc, même si la vaccination est finie, même s'il n'y a plus de choléra, il va falloir continuer à faire et rappeler encore une fois les mesures d'hygiène qu'il faut garder, jusqu'à ce qu'on ait un système de l'eau sécurisée et potable dans toute l'île, qui est, si je me trompe, est un grand projet au niveau national, mais aussi régional, pour faire l'adduction d'eau potable dans toute l'île. Donc, bon, on ne va pas rentrer dedans, ça c'est notre débat. Mais en tout cas, les deux points de stratégie post-vaccinale et post-riposte, c'est premièrement la surveillance, continuer à surveiller, et la deuxième, c'est continuer à avoir une mesure d'hygiène continuelle et un changement de comportement à long terme pour la population. Merci. Alors, pour ajouter à ce que Fred vient de dire, l'un des points clés de l'engagement communautaire et de la redevabilité, c'est d'avoir une communauté résiliente qui sera capable d'assurer d'avoir le personnel qualifié qui sera en mesure d'intervenir si jamais il y a un nouveau cas. Donc, je pense que tous les partenaires travaillent avec une stratégie de sortie qui va permettre à ce qu'on ait une communauté résiliente, qui va permettre à ce qu'on ait des staffs au niveau de la DRS, au niveau des volontaires du Croissant-Rouge, au niveau des agents de santé communautaire qui sont qualifiés et qui sont à même d'intervenir si jamais il y a de nouveaux cas. Merci. Merci. Une autre question? Salam alaikum. Moi, c'est Davo de la République Wani. Est-ce qu'il y a prévu de deuxième fois la vaccination? Et ma deuxième question, est-ce que s'il y a quelqu'un qui a fait le vaccin et qui a rattrapé encore le choléra, comment le médecin s'en charge avec lui? Merci beaucoup. Salam alaikum. Je suis Abdel Fadi de Radio Banamaji FM Boumoni. Ma question est celle-ci. Est-ce que cette vaccination n'aura pas de conséquences? Parce que s'il y a des gens qui refusent d'être vaccinés, c'est parce qu'ils ont peur, parce que la fois précédente, avec le Covid-19, il y a des personnes, après avoir été vaccinées, qui sont décédées. Donc les rumeurs se sont répandues que c'est pas du vaccin, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des mesures qu'il faut prendre avant d'être vacciné? Merci. Tout à l'heure, sauf que vous avez la parole, je pense que c'est mon idée, je le laisse. Sur la question, si on attrape, on est vacciné et qu'on attrape une deuxième fois le choléra, en fait c'est possible, parce qu'en fait on nous a dit, on le dit toujours, qu'il ne faudrait pas arrêter carrément les mesures d'hygiène en fait qu'il faudrait respecter. Et dire que Fred a dit là tout à l'heure qu'effectivement la surveillance sera toujours là. Et là je rejoins à la deuxième question pour pouvoir répondre les deux en même temps. La surveillance sera toujours là. Certes, on est en phase d'éradiquer le choléra avec cet espoir de pouvoir
rompre la chaîne de transmission à travers la vaccination, mais la surveillance sera toujours là. Et nous tenons effectivement, je l'ai oublié là tout à l'heure, à rendre hommage aussi au travail formidable qui est fourni par les journalistes et les médias qui, avec l'infodémie, selon par rapport aux rumeurs, en fait, nous a quand même permis aujourd'hui de pouvoir, avec l'engagement communautaire, de pouvoir lutter efficacement contre la maladie. Et là, je dis, le Comorien, en réalité, il a peur de mourir. Et il y a eu un déclic. Et ce déclic a fait que, quand les gens ont constaté qu'on est en train de périr, et tout le monde s'est remis en cause, en fait. Et vous, les médias, vous nous avez énormément aidés. Et là, on ne le dira pas assez, parce que nous, on est sur le terrain, on travaille, mais ce travail de communication, de sensibilisation qui est réalisé par les médias, les CREC, l'UNICEF qui étaient sur le terrain avec Dr Jay et Madame, qui sont là depuis le début de la maladie et qui ne sont pas encore retournés chez eux, on vous remercie assez. Donc je dirais que cette sensibilisation est assez importante pour nous permettre de pouvoir évoluer. Donc là, je disais que la surveillance sera là, les équipes seront là, l'hôpital de Rombo, le CTC, sera toujours là, parce que le choléra, la Covid nous a donné des enseignements qu'on doit tenir aujourd'hui pour dire que les épidémies viendront toujours. Il y aura toujours des épidémies. Mais nous, on doit être dans la capacité de pouvoir riposter par rapport à une épidémie qui vient. Et là, on est en train d'apprendre. Et on apprend avec MSF, l'OMS, l'UNICEF, on apprend à comment pouvoir faire une résiliation par rapport à des épidémies qui peuvent venir d'un moment à l'autre. Et là, nous, aujourd'hui, on avait un camp à l'hôpital. L'hôpital est un camp carrément pour le choléra. Là, on va progressivement commencer à décamper. Et pour pouvoir permettre aux malades de pouvoir venir et être soignés. Donc, la surveillance sera toujours là, au niveau de l'hôpital. Les malades seront pris en charge et même le choléra sera pris en charge. En plus, peut-être ça va être éradiqué, ça peut être endémique en un temps, mais ce sera toujours là pour la prise en charge. Donc on aura des centres d'isolement qui seront mis en attente pour pouvoir répondre au cas où il y a des cas de choléra avec le service qui sera dédié en ce sens. J'espère que le directeur régional pourra nous donner plus d'ample contribution par rapport au niveau district, comment ça devrait se passer. Par rapport à la première question, il faut que, comme on est ici et qu'on contribue tous pour que la population se vaccine, il faut que ça soit clair. C'est une seule dose de vaccin. C'est une seule dose de vaccin. Il n'y a pas un deuxième vaccin, il n'y a pas une deuxième dose. Donc ça c'est... que c'est un vaccin oral. Oui, Jean, je vais revenir sur ça, docteur. Parce que là, le deuxième point, peut-être, revient un peu sur ça, quoi. Et puis, il y a la question de la deuxième contamination, c'est-à-dire quelqu'un qui est vacciné, est-ce qu'il peut avoir la maladie? Oui. Mais ça, vraiment, il faut que les choses soient claires. Ce vaccin, il a une efficacité de entre 60 à 80%. Donc, il y a quand même 20% de risque que même si on a fait le vaccin, on peut avoir le choléra. Mais l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt n'est pas individuel. L'intérêt vraiment n'est pas individuel. L'intérêt que nous recherchons dans ce vaccin, c'est quand nous vaccinons tous, l'épidémie va disparaître. C'est-à-dire que si on arrive à atteindre les 93 de doctrine sûre, la maladie va disparaître. On n'aura pas d'épidémie. C'est ça qu'on recherche. Mais si c'est individuellement, il faut savoir déjà que c'est une protection limitée dans le temps, autour de 6 mois. Et puis, l'efficacité n'est pas de 100%. C'est une efficacité entre 60%. C'est important qu'on dise les choses, que les choses soient claires. Mais si tout le monde se vaccine, on arrive à atteindre 93%, on n'aura pas d'épidémie, l'épidémie va disparaître. C'est pour ça que nous avons intérêt à faire communauté ensemble et
à faire en sorte que la majeure partie de la population se vaccine pour qu'on tourne le dos à cette maladie. Et puis maintenant, par rapport aux effets indésirables, c'est ce que disait Dr Nassur. En fait, dans le Covid, on a dit beaucoup de choses. À tort ou à raison, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la Covid, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas. Mais le choléra, c'est une maladie qui est connue depuis le temps des prophètes. C'est une maladie qu'on connaît depuis des millénaires. Donc le vaccin du choléra, c'est un vaccin qui est connu, on le connaît très bien. Ce n'est pas le vaccin de la Covid, d'une maladie apparue, pour lequel la deuxième année, on a pu trouver un vaccin. Mais ici, c'est un vaccin qui est connu. On a beaucoup de recul et beaucoup d'expérience sur ce vaccin du choléra. Et c'est la différence. La deuxième différence, c'est un vaccin oral. C'est-à-dire, c'est un vaccin qu'on va prendre oralement. Je disais donc, c'est vraiment important, on le prend oralement. Et médicament que tu prends oralement et médicament qu'on t'injecte, c'est pas la même chose. Un médicament qu'on t'injecte, il passe tout de suite dans le sang. Un médicament que tu prends oralement, il ne prend pas tout de suite dans le sang. Ça prend du temps, ce n'est pas les mêmes effets immédiatement. Et cela m'amène à dire que ce vaccin-là, il n'y a pas de contre-indication. Quand on a fait le vaccin de Covid, il y avait beaucoup de contre-indications. La femme enceinte, les comorbidités, les maladies grabataires, il fallait faire attention. Donc, ici, il n'y a pas de contre-indication. Donc, je pense que c'est vraiment, c'est comme un médicament, quoi. C'est comme du paracétamol que tu prends, c'est presque inoffensif. Toutefois, comme tout médicament, parce que même pour le paracétamol, il y a des gens, quand ils prennent le paracétamol, ils vont avoir des effets indésirables. C'est un médicament, comme tout médicament, il y a un effet indésirable. Ici, il y a pas de... Si tu prends un médicament et qu'il n'y a pas d'effet indésirable, c'est que ce n'est pas un médicament, c'est de l'eau. Mais s'il y a un effet indésirable, c'est parce qu'il y a un effet, le médicament est en train d'agir. Donc, il y a des effets indésirables, et dans le choléra, les effets indésirables, ce sont des effets qui surviennent dans les 3 heures, qui ne vont pas durer. Ce sont des effets éphémères, qui passent rapidement. Dans la journée, le lendemain, tu peux le réveiller, ça va. Ce ne sont pas des effets qui vont durer. Comme dans Covid, où on a signalé des effets qui duraient. Et là, je profite parce qu'on n'en a pas parlé. La particularité de ce vaccin, il est tellement inoffensif, il est tellement connu, il est tellement simple à faire que c'est l'un des rares vaccins. Je parle sous le contrôle de Dr Nassur, qui est le responsable pour l'OMS du vaccin. C'est le seul vaccin où on va vacciner toute la population. En juin, on va vacciner 300 000 personnes. Nous avons des doses en tout cas pour pouvoir vacciner 300 000. Alors que dans les autres vaccins, vous voyez, c'est souvent pour les enfants, c'est souvent pour des catégories de personnes. Donc c'est pour vous dire donc, que c'est un vaccin qui est connu, qui est inoffensif, qui n'a pas de problème et qui... et puis je terminerai sur un point qui est important parce qu'il y a un peu de confusion. Normalement, le lancement de la campagne de vaccination, c'est le 19, c'est-à-dire le lendemain de l'Aïd. Vous avez vu, là, on a commencé à faire du vaccin au niveau des écoles pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que normalement, les écoles, ils ont commencé leur composition du 12. Depuis le 12, ils ont commencé leur composition. La semaine prochaine, si les enfants vont retourner à l'école, ça sera juste pour finir les compositions et rentrer chez eux. Donc, on n'aura pas la chance de pouvoir vacciner les enfants dans les écoles. Deuxième chose, il y a des écoles qui se sont déjà préparées. On a parlé de l'école Espérance à Domoni. On a pu vacciner dans les 800 enfants. On a parlé de l'école Galion à Sima. On a vacciné dans les... En tout cas, le premier jour, 600 enfants. Et on a l'école Lehman à Moutsamoudou. C'est des écoles qui demandaient le vaccin. C'est des écoles qui demandaient le vaccin. C'est pour ça qu'on les a vaccinés. Mais comme on l'a fait, il y a d'autres écoles, en fait, qui ont été inspirées, qui sont venues demander. C'est pour que là, on n'a pas donc arrêté à vacciner dans les écoles depuis qu'on a commencé avant-hier avec ces 3 écoles-là, parce qu'il y a une demande et surtout que les enfants vont partir en vacances. Donc en tout et pour tout, depuis qu'on a commencé, on a vacciné 5500 enfants. 5500 enfants. Oui. Dans les 6000 maintenant, donc dans les 6000 enfants, dans les 6000 enfants qu'on a vaccinés en très peu de temps, ça montre que les gens acceptent. Il n'y a pas eu d'effet indésirable, il n'y a pas eu d'incident. Donc,
ça promet. Mais le vrai lancement de la vaccination, ça sera le lendemain. Pas le lendemain, mais en tout cas le 19, parce que le lendemain c'est le 18. Ça sera le 19. On va commencer à vacciner tout le monde, y compris les adultes. Voilà. Pour ajouter aux commentaires quelques points. Donc, effectivement, depuis qu'on a commencé la vaccination dans les écoles, on n'a pas eu un seul cas de MAPI, donc d'effets indésirables. Juste pour répondre un peu aux questions de nos journalistes, nos collègues journalistes. Deuxième point, c'est que, comme disait le DRS, comme c'est un vaccin oral, ça prend un peu plus de temps pour que ce soit effectif dans notre immunité. Donc ça prend plus ou moins une semaine. Une semaine après. Ça peut arriver quand on peut avoir le choléra, mais ce n'est pas dû au fait qu'on a pris le vaccin. C'est pas ça. Juste pour ajouter un peu à ce qui a été expliqué sur l'efficacité du vaccin. Donc ça prend une semaine pour que ça soit effectif dans notre immunité humaine. Il y a une chose qui est importante, et ça on compte aussi sur vous, les journalistes, de bien dire, comme disait le directeur, c'est qu'il ne faut pas comparer le Covid au choléra. C'est deux maladies différentes. Comme disait le directeur, le choléra, c'est une maladie qu'on connaît très bien, qui est bien connue, alors que le Covid, c'est une autre maladie complètement différente. C'est un virus, alors que celui-ci ne l'est pas. Et donc, c'est deux choses différentes. Donc, si les gens vous posent la question par rapport à ça, il faut juste dire que c'est pas le Covid, c'est certes une épidémie, mais c'est pas la même maladie. Donc, ça ne se traite pas de la même manière, et la riposte n'est pas la même manière non plus. Et puis le troisième point, c'est pour moi, encore une fois, on revient sur le fait que là aujourd'hui, officiellement, il y a le ministère de la Santé qui dit que le 19, c'est la vaccination, la campagne commence officiellement. On a un peu lancé la carte des sites de vaccination, donc maintenant il va falloir vraiment pousser les gens à venir se faire vacciner le 19 et on compte sur vous parce que vous avez énormément de voix au niveau que ce soit audiovisuel ou écrite ou audio de faire connaître et de vulgariser cette information de la campagne qui commence le 19. Parce que c'est important aussi que la population le sache. Je vais passer la parole à Dr Aïria, qui est responsable de la vaccination à la DRS. Oui, merci. En fait, moi, je vais revenir par rapport aux effets secondaires post-vaccination. En fait, par rapport au vaccin choléra, les effets secondaires sont vraiment minimes et rares. Les effets qui s'observent le plus sont surtout les effets, comme c'est un vaccin oral, sont les effets digestifs et qui plus souvent se confondent surtout avec le choléra même. Donc, il faut dire aussi à la population de ne pas s'inquiéter. En cas de signe post-vaccination, il y a des responsables au niveau de chaque district qui s'occupent de ces cas-là. Ils auront leur numéro de téléphone et puis ils le contacteront pour le prendre en charge et ils seront pris en charge gratuitement. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas aller se vacciner, donc de payer tout le monde d'aller se vacciner. Si c'est pour ces raisons-là, tout est pris en compte. Il faut aller se faire vacciner. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors bonjour, moi c'est Ben Jurafet, chargé de com à l'OMS. Je voudrais juste préciser quelque chose pour pouvoir voir un peu les efforts que le ministère et les partenaires ont fait pour aboutir à ce vaccin. Il faut savoir qu'entre 2023, janvier 2023 et janvier 2024, il y a à peu près 14 pays de la région africaine qui ont eu la maladie et qui ont encore la maladie de choléra. La demande du vaccin était à peu près à 76 millions de doses. Ces pays-là, mais pas presque tous,
n'ont pu avoir que 32 millions sur les 76 millions de doses demandées entre janvier 2023 et 2024. Ils n'ont pu avoir que 36 millions de doses disponibles. C'est-à-dire que même le vaccin lui-même est un petit peu en rupture. Donc depuis janvier 2024, cette rupture-là existe jusqu'à aujourd'hui. Mais les efforts ont été faits depuis la déclaration de la maladie au Comores pour que justement le pays puisse en avoir le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on a plus de 800 000 doses au Comores. Ça, c'est des efforts que la population devait déjà reconnaître pour pouvoir ne pas décourager un peu, non seulement le leadership, depuis le haut niveau jusqu'au plus bas niveau, pour avoir ces doses-là. Parce que pendant que 16 pays actuellement dans la région continuent à avoir la maladie, je vais vous montrer, excusez-moi, regardez la carte. Ça, c'est déjà dans l'Afrique de l'Est. Ces pays-là ont la maladie actuellement. Donc imaginez dans cette période où il y a un problème avec les... Enfin, il n'y a pas assez de doses, mais les Comores ont quand même pu rapidement avoir ces doses-là. Donc, il faudrait que la population comprenne que toutes les personnes qui sont à côté, le ministère, l'État et les partenaires, ont fait ce qu'il fallait faire pour avoir ces doses. Il faudrait que nous, population, nous puissions justement, comme on l'a fait pendant la Covid, et peut-être, je ne sais pas que c'est le cas, mais peut-être que les bons chiffres qu'on a eus avec la vaccination de la Covid, c'est ce qui a aussi permis à ce que cette mobilisation puisse finalement être validée rapidement. Voilà, donc j'encourage la population à faire confiance à ce vaccin et à pouvoir justement se mobiliser pour qu'on puisse s'en sortir rapidement. Et voilà ce que je voulais préciser. Et pour finir, c'est que le vaccin à lui seul ne suffira pas. Comme ça a été dit, nous devons... Et d'ailleurs, le MES l'a toujours précisé quand il écrit, le vaccin est potentiellement, effectivement, bon, mais il doit être accompagné des mesures de prévention. Merci beaucoup. Merci. Une dernière intervention. Écoutez, je vous remercie. Merci à tous. Merci au directeur, à la DRS, à l'ensemble de l'équipe de la DRS et des partenaires. Et je vais vous laisser. Oui, merci. Merci, chers journalistes. Moi, je tiens à vous remercier 1000 fois parce que pour avoir été témoin dans Covid, de comment les journalistes travaillaient avec nous en rang séparés, c'était vraiment le désordre. Et des fois même les journalistes, ils relayaient même les désinformations. Mais je pense que depuis Covid, on a quand même engrangé, on a quand même acquis, on a quand même pu développer beaucoup d'expérience. Et je vais toucher du bois, que Dieu nous épargne du mauvais œil. Mais on a quand même acquis beaucoup d'expérience, il y a une cohésion. On a des journalistes de plus en plus qui savent qu'ils sont là pour l'intérêt de la santé de la population. Et ça, moi, je pense que c'est une chose pour laquelle on vous remercie. Et on dit que nous sommes là, on va être toujours à vos côtés. Nous allons tenir ensemble parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, la santé ne peut pas se faire sans la communication. Et cette communication-là, vous êtes un élément clé de cette communication. Donc là, il y a cette campagne de vaccination qui va commencer. De toute façon, vous êtes des experts aujourd'hui en matière de communication, de vaccination, de santé. J'aurais rien à vous dire. Donc, mais tout ce que je vais demander, c'est que nous, on compte beaucoup sur vous parce que vous avez fait vos preuves. N'oubliez pas qu'avec la Covid, les Comores ont été classés parmi les 10 premiers pays les mieux vaccinés du continent. Et ce, grâce aux efforts des uns et des autres, mais surtout aux efforts, je pense, de communication et particulièrement des journalistes parce qu'on était quand même confronté à un monstre qui était la désinformation et les rumeurs. Et ça, quand même, on a pu le surmonter. Donc moi, je suis confiant. Je suis confiant. Je me dis que nous sommes quand même attelés à un rempart. Et ce rempart-là, en fait, c'est vous, c'est la communauté, c'est les agents, c'est tout le monde, c'est les partenaires. Et moi, je reste confiant. Et malgré le pessimisme ambiant et le découragement ambiant, mais moi, je vois des jours meilleurs pour la santé de nos enfants. Merci.